Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de notre émission Les grands entretiens de Storia Voce. N'hésitez pas à nous soutenir. Rendez-vous dans notre rubrique Soutenez Storia Voce à partir de notre page d'accueil de notre site internet, donc storiavoce.com. Vous y retrouverez de nombreux livres et contre un don, vous pouvez recevoir un livre d'un de nos éditeurs partenaires, les éditions Perrin, les éditions Fayard ou bien les éditions Talendier. N'hésitez pas à le faire, notre radio a besoin de vous pour se développer. Éric Anceau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'ai l'habitude de faire une petite introduction. Je n'ai pas souhaité la faire aujourd'hui parce que c'est vous qui allez faire cette introduction. Vous êtes historien, vous travaillez à la Sorbonne et vous êtes à la tête, du LABEX, E-H-N-E. Écrire une histoire nouvelle de l'Europe. Ce LABEX rassemble plusieurs universités. Tout à fait. Alors, je rectifie simplement, je ne suis pas à la tête du LABEX. J'aimerais bien, en fait, le LABEX est dirigé par Olivier Dard, après l'avoir été longtemps par Éric Bussière, professeur à Sorbonne Université. Et il se répartit, parce qu'il a un projet très ambitieux, en 7 axes. Et j'en dirige l'axe politique. Donc, c'est un LABEX qui a été créé il y a 6 ans, sur fond européen, de manière à essayer de réécrire une histoire de l'Europe qui soit nouvelle, sans vision théologique des choses, bien évidemment. Il ne s'agit pas de promouvoir ici quoi que ce soit, et en particulier, vous me voyez peut-être venir l'Union européenne, non, mais d'écrire une histoire de l'Europe pour montrer tout ce qui lie les pays européens et également quelles sont leurs particularités, leurs différences. Vous venez de diriger avec Henri Temple, donc spécialiste de droit économique et de philosophie, un livre qui s'intitule « Qu'est-ce qu'une nation en Europe ?» avec une couverture, ma foi, assez provocatrice puisqu'on y voit un mur avec des barbelés et tagué sur ce mur 4 mots anglais: no borders, no nations, pas de frontières, pas de nation. Alors quand je disais à nos auditeurs que c'est vous qui alliez faire l'introduction, il n'y en a qu'une de possible d'introduction, c'est bien évidemment la fameuse conférence d'Ernest Renan. Nous sommes en 1882. Votre livre, Qu'est-ce qu'une nation en Europe, est un écho à cette conférence, à ce texte de Renan, et ce livre est issu Qu'est-ce qu'une nation en Europe? Ce livre est issu d'un colloque en 2006. Que dit cette fameuse conférence d'Ernest Renan, Qu'est-ce qu'une nation? Alors, vous l'avez très bien dit, en fait, ce livre part en fait d'une journée d'études davantage que d'un colloque que nous avons organisé voilà 2 ans, parce que nous nous émouvions du fait que aujourd'hui la nation est très questionnée en Europe, et il y a quelqu'un qui en 1882 s'est posé la question de savoir ce qu'elle était en Europe au XIXe siècle, et sa parole nous paraît aujourd'hui très injustement oubliée. Alors rappelons un tout petit peu les faits. La France vient de subir 12 ans plus tôt, en 1870, l'une des défaites militaires les plus graves de son histoire contre l'Allemagne. Elle a été amputée de l'Alsace et de la Moselle, des régions industrielles extrêmement riches. Donc son patrimoine économique est très affaibli, mais également elle est au 36e dessous, parce que se pose véritablement en France une véritable crise de civilisation, une remise en cause de tout ce que représente la France. Et dans le cadre d'une lutte avec l'Allemagne, déjà le désir d'une revanche, Ernest Renan va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'une nation en France, mais en Europe et dans le monde, en 1882. Il part du constat que s'affrontent à l'époque 2 conceptions.
une conception identitaire de la nation, très historisée, reposant sur un peuple, une race. C'est ce qui est convenu d'appeler la conception allemande, même s'il y aurait beaucoup à en dire, et une conception contra, héritée de la Révolution française, dans le cadre des idées des Lumières assez rousseauistes, et c'est la conception française. Et Ernest Renan cherche dans sa conférence de 1882 à réconcilier les points de vue, puisqu'il dit qu'une nation, c'est à la fois effectivement un très long passé historique commun, mais c'est également une nation contra, le désir que peut avoir un peuple de vivre ensemble et de continuer un bout de chemin ensemble. Alors, Renan ne ferme pas l'univers des possibles. Il dit les nations, c'est un moment historique. Peut-être seront-elles amenées un jour à disparaître, mais dans l'Europe telle que nous la vivons au XIXe siècle, elle reste quand même le meilleur moyen de faire vivre la démocratie. Il se trouve qu'aujourd'hui, en 2018, nous sommes confrontés à ce genre d'interrogation. Et voilà pourquoi nous avons tenu, avec mon alter ego Henri Temple, à réunir des philosophes, des géographes, des économistes, un sociologue, et puis des collègues étrangers pour essayer de réfléchir un petit peu à tout ça. Qu'est-ce qu'était une nation en Europe hier? Qu'est-elle aujourd'hui en 2018 et qu'est-elle appelée peut-être à devenir plus tard? Un petit livre très accessible, puisque c'est un livre de poche à moins de 9 € paru chez Sorbonne Université Presse. Je reste sur Renan, Éric Anceau, et à vous entendre, on a l'impression que Renan avait vraiment une volonté pacificatrice, comme s'il s'agissait d'apaiser un peuple meurtri. Alors exactement, le peuple français est ô combien meurtri en 1882, je le disais, ça fait seulement 12 ans qu'on est sorti de cette guerre. Il y a de très très vives tensions dans la société, de vives tensions encore politiques, parce que il faut pas l'oublier, il faut se remettre un peu dans la tête de nos ancêtres. S'affrontent différents régimes encore en 1882, rien n'est figé. La République est installée depuis 1870, elle s'est installée sur les décombres de l'Empire, mais il y a encore beaucoup de partisans de l'Empire, même si le prince impérial en 1879 est mort tragiquement en Afrique australe. Et puis vous avez également des partisans des deux branches des Bourbons, donc des légitimistes et des orléanistes, qui n'ont pas renoncé à rétablir la monarchie. Donc vous avez toutes ces familles politiques qui se divisent, une France qui sur la scène internationale ne pèse plus grand-chose. Bien évidemment, elle a organisé une exposition universelle en 1878, mais concrètement Bismarck, le chancelier qui a vaincu en fait la France en 1870, a réussi considérablement à l'isoler sur la scène internationale. Je dirais même plus, il se trouve qu'au moment où Ernest Renan prononce sa conférence en 1882, c'est le moment où Bismarck réussit à bâtir la triple alliance, la triplice, à savoir l'Empire allemand, l'Empire d'Autriche-Hongrie et l'Italie. Donc la France est vraiment isolée sur la scène internationale, des doutes, une remise en question. Alors nous allons revenir bien évidemment au cours de cette émission sur cette définition rhénanienne de la nation, mais peut-être un peu d'histoire. Alors vous êtes l'auteur dans l'ouvrage de Qu'est-ce que la nation française, une perspective historique 1789-1882 donc, et 2018, mais peut-être le concept de nation n'est pas un concept moderne, il remonte à l'époque médiévale? Il remonte à l'époque médiévale. Alors pour tout dire, il y a une acception très différente de la manière dont on le conçoit aujourd'hui. À l'époque, fait nation, par exemple, fait qu'une communauté de gens qui ont les mêmes racines peut se retrouver dans une ville étrangère. Mais il ne s'agit pas forcément d'une nation telle que nous l'entendons aujourd'hui. Je vous donne un exemple que j'aime beaucoup citer. Au Moyen-Âge, vous avez à Paris le Collège des Quatre Nations, qui est un collège à caractère universitaire pour les étudiants. Et les Quatre Nations, eh bien, ce sont ce que nous appelons aujourd'hui des provinces ou des régions. Donc, vous voyez, c'est le fait de partager une origine commune avec des gens, mais pas forcément bornée par des frontières limitées dans le cadre d'un État. Et en fait, ce concept va évoluer
au fil du temps. Alors nous avons certains jalons dans l'histoire de France très très importants qui permettent de dire que à l'époque contemporaine, ce qu'il est convenu d'appeler l'époque contemporaine, nous nous acheminons vers la nation telle que nous la connaissons aujourd'hui. Par exemple, 1214, la bataille de Bouvines. Alors Bouvines, c'est un temps très très fort de la constitution de la nation. Colette Beaune, par exemple, l'a très très bien montré dans une monographie consacrée à Bouvines, et également celle de Georges Duby, puisqu'en fait là vous avez des gens régnicoles du royaume de France qui vont se retrouver aux côtés du roi de France pour combattre des puissances étrangères. Donc là, une forme de patriotisme dès le XIIIe siècle. Bien évidemment, 1789 est un temps très très fort, puisque le terme de nation est dans toutes les têtes et toutes les bouches. On se positionne par rapport à la nation ou par rapport au roi. 1790, c'est la fameuse fête de la Fédération, et c'est l'idée de reconstituer en fait la France par le bas, la nation en fait par les communes, par les gardes nationaux, le mot est lâché, la garde nationale. Et puis 1792, bien évidemment, c'est la bataille de Valmy qui est un petit peu emblématique, et ce cri sur le champ de bataille: vive la nation, vive la nation. Mais vous montrez bien dans votre texte que le terme peut être polysémique, parce que même sans entrer dans la période révolutionnaire, vous donnez la définition du dictionnaire de Furetière. Nous sommes à la fin du XVIIe siècle, 1690, et au XVIIIe siècle, vous montrez que deux courants s'affrontent. D'une part Voltaire et d'autre part Rousseau. Oui, les deux grands philosophes des Lumières qui aujourd'hui se font face au Panthéon ont une conception très très différente de la nation, et pour tout dire, l'un d'entre eux la chérit et l'autre ne l'aime pas. Celui qui ne l'aime pas, c'est Voltaire, puisque Voltaire est pour une forme d'universalisme au nom de ce qu'il est déjà convenu à l'époque d'appeler les droits de l'homme, et ce droit de l'hommisme est un petit peu sans frontières. Donc la nation vient s'interposer, je dirais, au sein de l'humanité. À l'inverse, pour Rousseau, il est très très important de raisonner dans le cadre des nations, puisque c'est dit Rousseau, il utilise à de multiples reprises ce terme de nation d'ailleurs, dans le cadre de la nation que s'épanouit la démocratie. Alors bien évidemment, il y a un jalon supplémentaire que je n'ai pas encore évoqué, c'est le 19e siècle, puisque le 19e siècle est le grand siècle des nationalités qui arrivent à accéder en fait à l'échelon plus grand qui est celui de la nation dans le cadre d'États, et c'est dans le cadre de ces États-nations, comme aspirait à ce que ça le devienne Rousseau, que vont s'épanouir les démocraties, les processus de démocratisation. Je reste quand même, vous allez dire que j'insiste, mais sur l'histoire moderne, on connaît bien le slogan pendant la Révolution où le roi a toujours sa place, le roi, la nation, et le troisième que j'ai oublié, la loi, pardon. On ne peut pas opposer avant 1789 le roi et la nation. Le roi fait partie intégrante de la nation. Il est surplombant. Nous sommes dans le cadre depuis 2 siècles et demi à ce moment-là de ce qu'il est convenu d'appeler la monarchie absolue. Et dans le cadre de la monarchie absolue de droit divin, il n'y a pas de souveraineté nationale, a fortiori de souveraineté populaire, mais uniquement une souveraineté royale. Par contre, le roi est, si j'ose dire, le premier des patriotes, et il lui arrive dans les périodes de très très grandes difficultés de faire appel à la nation. Je rappellerai par exemple que Louis XIV, à la fin de son règne, au moment de la guerre de succession d'Espagne, va lancer un très très grand appel à la nation pour que cette nation fasse corps derrière lui, parce que il y a une menace de délitement en fait du royaume. Donc bien évidemment, le roi est d'une certaine façon le garant de l'unité nationale. Simplement, il est surplombant. Et ce que va faire la Révolution, c'est qu'elle va remplacer cette souveraineté royale par une souveraineté qui est la souveraineté nationale. Ce qui est très intéressant, c'est que le basculement s'opère justement dans ces années-là. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et la Constitution d'octobre 1791, dont cette fameuse déclaration
et le préambule postulent la souveraineté nationale. Tout cela s'inscrit quand même dans le cadre d'une monarchie, une monarchie qui devient une monarchie constitutionnelle. Le souverain est ravalé, si j'ose dire, au rang de chef de l'État. Vous écrivez toujours sur la Révolution, la période est décisive parce que au fond le terme il a un sens historique, il a un sens social et un sens juridique. C'est-à-dire comme ce qui peut paraître paradoxal parce que la Révolution c'est un mouvement perpétuel, comme son nom l'indique. Or là c'est comme si on arrêtait les choses et on essayait de trouver à la fois ce sens historique, ce sens social et ce sens juridique, d'inscrire dans le droit, dans l'histoire et dans la société le mot. Exactement, il y a un élément très très important, c'est la naissance du concept véritable tel que nous l'entendons aujourd'hui de nationalité. Avant 1789, on est sujet du roi. Il y a des exemples très très célèbres de gens qui sont allemands, je pense par exemple à Oberkampf, le célèbre industriel, mais qui est sujet du roi de France. À partir de 1789, on va acquérir la nationalité, on va s'inscrire dans le cadre juridique de cette nation. Alors, il n'en demeure pas moins que, bien évidemment, un étranger peut acquérir cette nationalité. Malgré tout, les choses sont davantage normées, précisées. C'est la Révolution qui impose cela. De même, on évoquait le concept social de la nation. La Révolution va poser des jalons fondamentaux dans la mesure où elle va, la République, à certains moments donnés de son histoire, dès la période révolutionnaire, mais également, je pense à la Deuxième République, vouloir être sociale, et c'est dans le cadre de la nation que ces mesures sociales vont être imposées. Et de ce fait, cela va pouvoir, il faut le dire aussi, créer quelques tensions avec ceux qui ne bénéficient pas de cette nationalité. On va voir à certains moments donnés le peuple se retourner contre les non-nationaux en arguant du fait qu'ils n'ont pas à bénéficier de la solidarité de l'État-nation. On a évoqué le terme de nation, le terme de nationalité. Il y a le troisième terme du triptyque, nationalisme. C'est un mot assez tardif, visiblement, puisque c'est l'abbé Baruel, dans les Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, qui l'utilise, et il lui donne une connotation négative. Exactement. Alors, il est plus ancien dans son acception anglaise. Le terme apparaît plutôt au début du XVIIIe siècle. Mais effectivement, il apparaît en français au moment de la Révolution avec l'abbé Baruel. L'abbé Baruel est ce qu'il est convenu d'appeler un penseur contre-révolutionnaire. Et pour lui, bien évidemment, on a ouvert une boîte de Pandore très très dangereuse avec cette révolution et ce concept de nation, parce que il annonce, il n'est pas le seul, d'ailleurs, beaucoup de penseurs contre-révolutionnaires qui s'inscrivent donc dans cette mouvance le disent comme lui. On va au-devant de guerres parce que certaines des nationalités qui ne bénéficient pas encore d'un État vont peut-être être amenées à entrer en guerre contre l'État qui les dirige pour essayer de s'en émanciper. Donc lui craint que le siècle qui s'annonce soit un grand siècle de guerre à cause justement de cette boîte de Pandore, du nationalisme qui apparaît avec la Révolution en fait. Et une sorte de prophétisme chez lui. Exactement. Alors, Éric Anceau, vous êtes un des grands spécialistes français de Napoléon III. Et Napoléon III, le Second Empire, c'est une étape clé. Vous utilisez une expression que vous reprenez à Victor de Persigny, c'est l'homme-peuple. La nation s'incarne à la fois dans cet homme et dans ce peuple. Exactement. Alors Napoléon III est très très intéressant parce que par certains côtés, il est tiré aujourd'hui à hu et à dia. On a même pu comparer le président Macron avec Napoléon III. Il est très intéressant parce qu'il est caractéristique à la fois, me semble-t-il, d'un très très grand patriotisme et en même temps d'une forme de cosmopolitisme. Alors je commence peut-être par ce deuxième point. Cosmopolite, pourquoi? Condamné à l'exil avec sa mère, la reine Hortense, en 1815, du fait de l'effondrement de l'Empire et de l'exil de Napoléon, eh bien il va mener une vie
assez itinérante, une vie assez européenne. Il va s'enflammer pour la cause de certaines nationalités. On pense par exemple à la nationalité grecque dans les années 1820. Il va adopter la citoyenneté suisse au début des années 1830. Il parlait de très très nombreuses langues. Il a voyagé à travers le monde. Et quand il va devenir empereur, il va supprimer d'une certaine façon les frontières économiques en passant un traité en 1860, en janvier 1860, avec la Grande-Bretagne, un traité libéralisant les échanges. Et ce traité entraînera de multiples traités bilatéraux. Nous avons une première phase de libéralisation des échanges à ce moment-là. Et lorsque on le questionne, quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez abaissé ces droits de douane, il invoque toujours deux raisons. Il y en a une autre derrière que je vous dirai dans un instant, qui est moins avouable. C'est que en fait, la concurrence va permettre d'abaisser le prix des denrées de première nécessité, la concurrence avec les pays étrangers, et c'est le peuple, c'est la nation qui en bénéficiera. Et puis il y a une deuxième raison qu'il invoque toujours, c'est la paix. C'est la paix. Les nations ne se feront plus une concurrence économique forcenée. Certain nombre de guerres du passé étaient dues à cela, et donc on évitera ces guerres, ou tout du moins ce motif parmi les guerres. Puis une troisième raison, une volonté de rapprochement avec la Grande-Bretagne à un moment en 1860 où la France s'agrandit puisqu'elle annexe la Savoie et le comté de Nice, et les Britanniques étaient très très vigilants par rapport à ça. Donc vous voyez, quelqu'un qui est relativement cosmopolite, marié avec une Espagnole, Eugénie de Montiro, accueillant à sa cour beaucoup d'étrangers. Et en même temps, Napoléon III est un très très grand patriote. Il n'a qu'un mot à la bouche également, c'est le mot de grandeur de la France. Il y a beaucoup de similitudes, me semble-t-il, bien davantage qu'avec le président Macron, avec Charles de Gaulle, chez Napoléon III. N'oublions pas que son pouvoir est assis sur la souveraineté nationale. Louis-Napoléon Bonaparte est un héritier, lui, de 1789, ce qui le singularise, par exemple, des monarques d'Ancien Régime. Et donc, la souveraineté nationale est tout à fait fondamentale, et il va éprouver le besoin, nous évoquions tout à l'heure Persigny, de retremper sa légitimité fréquemment dans le suffrage universel masculin. Alors il le fait initialement au lendemain de son coup d'État par un plébiscite. Il le fera un an plus tard au moment du passage de l'Empire en 1852 par un second plébiscite. Et puis après il le fera par le biais d'élections législatives au suffrage universel masculin, il faut le dire, des élections qui sont un petit peu organisées en amont par le biais du système de la candidature officielle. Mais 1870, nouvelle constitution, et de nouveau un plébiscite. Le plébiscite de 1870 est très très intéressant parce que quand vous questionnez des juristes, des constitutionnalistes, ils vous disent qu'en fait c'est davantage un référendum qu'un plébiscite, contrairement au précédent. C'est-à-dire qu'en fait on n'attend pas forcément un oui, les choses ne sont pas organisées en amont, la question est beaucoup plus ouverte, et donc ce plébiscite de 1870 a pu être comparé au référendum remis en vigueur par la Constitution de 1958. Il a été utilisé sous la 4e République, mais véritablement mis sur un piédestal par Charles de Gaulle à partir de 1958. Vous évoquiez tout à l'heure, Éric Anceau, la conception allemande de la nation, sans rentrer dans le détail. Est-ce que vous pourriez justement rentrer dans ce détail à travers le cas de l'Alsace et la Lorraine? Parce que vous expliquez que l'Alsace et la Lorraine, au fond, c'est là où s'opposent deux conceptions de la nation. Tout à fait. L'Alsace et la Moselle, donc qui sont détachés de la France par le traité de Francfort en 1871, suite à la défaite dans la guerre de 1870, n'ont pas été françaises de toute éternité. Elles sont pour l'Alsace française uniquement depuis le règne de Louis XIV, et pour la Lorraine c'est encore beaucoup plus récent à l'époque, puisque on vient au moment où s'effondre l'Empire de fêter simplement le centenaire du rattachement de la Lorraine à la France au XVIIIe siècle. Et il y a une tradition germanique dans ces pays-là. La Lorraine faisait partie, d'ailleurs elle conserve dans son nom même le terme de la Lotharingie, qui était un espace entre deux,
1902 entre le royaume des Francs et le royaume des Germains. Tout ça nous ramène à l'Empire carolingien. Quant à l'Alsace, elle était pays de germanité. Le dialecte alsacien, la langue alsacienne, je ne veux pas faire d'ennemis si parmi vos auditeurs nous avons des Alsaciens, et il y en a, je n'en doute pas, vous avez beaucoup de succès. Eh bien, s'apparente, qu'on le veuille ou non, bien davantage à l'allemand qu'au français. J'en veux aussi pour preuve que dans les années 1860, le 19e siècle est un processus dans tous nos pays européens, mais aussi en France, de construction de la nation, de l'État national. Bien souvent, les professions de foi, les proclamations électorales sont bilingues, françaises et alsaciennes, pour être comprises de tout le monde. Donc, si vous voulez, on n'est pas encore au terme du processus, et c'est ce que diront un certain nombre d'historiens qu'on qualifiera là de nationalistes, en disant mais voilà, l'histoire de l'Alsace et de la Moselle apparente davantage cette Alsace-Moselle à l'Allemagne qu'elle ne l'apparente à la France. Le bout de chemin fait avec la France est très très récent. Alors, ce qui est très très intéressant ici à ajouter pour vos auditeurs, c'est que le roi Guillaume n'en était pas sûr du tout de tout cela. La preuve, c'est que dans une lettre qu'il écrit à l'impératrice Eugénie, qui sera ressorti par l'impératrice Eugénie au moment des traités de paix de 1918 pour que l'Alsace et la Moselle redeviennent françaises, il disait mais pas du tout, en fait l'Alsace et la Moselle sont autant françaises qu'elles ont pu être allemandes dans le passé, et simplement nous avons besoin de l'Alsace et de la Moselle comme d'un tampon par rapport à la France. Donc c'est uniquement stratégique dans l'esprit du roi, et il faut le dire aussi dans l'esprit de son chancelier Bismarck. Et puis la deuxième chose qui est très très intéressante, et ça nous ramène ici à Renan, c'est que les Alsaciens et les Moselans se sentaient extrêmement français, bien davantage qu'allemands en 1870. Je rappelle qu'il y a beaucoup d'Alsaciens et de Moselans qui ont refusé le rattachement et qui sont donc passés dans ce qu'il restait de la France. On peut citer le cas d'Alfred Dreyfus, par exemple. C'est un cas bien évidemment célèbre. Et puis je rappelle quand même qu'au lendemain de la guerre de 14-18, il y aura un nouveau référendum en Alsace-Moselle, et ça sera moyennant bien évidemment le fait qu'on y maintienne le concordat et qu'on n'y établisse pas la séparation des églises et de l'État comme c'était le cas en France, dans le restant de la France depuis 1905. C'est un raz-de-marée pour être rattaché de nouveau à la France. Vous écrivez, je vous cite, la conception républicaine de la nation dérivée de la Révolution et reprise par Renan s'impose chez la plupart des acteurs politiques comme chez les constitutionnalistes. Nous sommes après la Deuxième Guerre mondiale, cette fois. Entre-temps, il y a eu des penseurs comme Barrès, comme Maurras, mais on en revient toujours à la définition de Renan. Exactement. Alors, ce qui est très très intéressant, ce processus de construction des États-nations est un processus long. Je vous évoquais le 19e siècle, qui est tout à fait fondamental. Le premier 20e siècle également. N'oublions quand même pas que la Société des Nations, fondée au lendemain de la Première Guerre mondiale, reprend justement son nom de nation, et que au lendemain de la Deuxième, l'organisation internationale qui lui succède ne s'appelle pas par hasard l'Organisation des Nations Unies. Et lorsqu'on regarde la charte des Nations Unies, effectivement, vous avez cette conception très renanienne qui est évoquée, qui est posée par la charte. Donc, elle a d'une certaine façon, et à ce moment-là, on peut le dire, réussi. Donc, Renan transcende. Pourtant, aujourd'hui, on a l'impression d'une nation éclatée, avec de grands débats. Un des contributeurs, il s'agit de Taguieff, donc Pierre-André Taguieff, qui apporte une réflexion très contemporaine pour le coup sur l'Europe souveraine et la présidence Macron. Aujourd'hui, oui, on a l'impression qu'on vit dans un monde éclaté, dans une nation éclatée, minée par des communautarismes qui naissent comme cela d'un jour à l'autre.
Alors Pierre-André Taguieff nous a donné un très très beau texte qui a un statut un petit peu particulier dans l'ouvrage. C'est pour ça qu'on l'a mis en postface. Oui. Parce que l'ouvrage se veut un ouvrage scientifique. Vous l'avez vu, je ne veux pas décourager nos auditeurs, vous l'avez dit, c'est un livre de poche vendu moins de 10 €, mais c'est un livre aussi scientifique. Vous avez des notes de bas de page, c'est extrêmement étayé. Et on a demandé en postface à Pierre-André Taguieff de faire une réflexion aujourd'hui sur le quinquennat débutant d'Emmanuel Macron et de poser un constat sur ce qui se produisait. Effectivement, on a l'affrontement de deux grandes visions du monde, qui est celle d'une inscription dans le cadre des États-nations, et puis une volonté chez certains hommes politiques, et Emmanuel Macron l'a bien incarné d'une certaine façon, de dépasser ce cadre des États-nations de manière à arriver, il a utilisé l'expression à plusieurs reprises, ici même d'ailleurs à la Sorbonne dans un grand discours sur l'Europe, alors qu'il n'était que président depuis quelques mois, d'une souveraineté en fait européenne dans le cadre d'une Union européenne. Alors là, il y a ce premier élément qui joue. Jürgen Habermas, le très très grand penseur allemand, et Emmanuel Macron fait souvent référence à Habermas, avait théorisé en fait cette souveraineté européenne. L'idée est de faire reculer les nationalismes et les conflits entre nations. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est de manière à lutter dans la compétition internationale contre de très très grandes puissances, arriver à donner, je dirais, à notre pays une taille suffisamment critique. Et pour beaucoup de ces penseurs, l'État recroquevillé, l'État-nation n'est plus pertinent. Il faut franchir le seuil et donc passer au cadre de la souveraineté européenne. Mais, vous l'avez dit, un deuxième aspect des choses, les deux étant quand même différents, il faut le dire, c'est le communautarisme. Dans nos sociétés, aujourd'hui européennes, ces sociétés sont taraudées par l'individualisme, le communautarisme. De ce point de vue, les États-Unis sont un très très bon laboratoire, puisqu'ils ont été les premiers à être touchés par le phénomène. Moi, je dis que l'univers des possibles, et c'est la manière dont je conclus l'ouvrage, fait que vraiment, on est au-devant peut-être de choses qu'on ne soupçonne pas, soit dans un sens, soit dans l'autre. Mais ce qui est tout à fait fascinant, vous voyez, c'est de voir que les États-Unis qui ont été à la pointe, en portant au pouvoir aujourd'hui, sans jugement de valeur, bien évidemment, Donald Trump, en reviennent aux frontières, se mettent à critiquer certaines formes de communautarisme, de menaces dissolvantes qui pèsent sur la société. Et on voit également monter en Europe ce qu'on présente comme des populismes, retour du drapeau, volonté de rétablissement en fait des frontières, qui sont des phénomènes, pour le chercheur, extrêmement intéressant, parce que ces phénomènes, on ne les soupçonnait pas il y a une quinzaine d'années lorsqu'on nous présentait un cours de l'histoire irréversible et une tendance justement à l'avènement de cette souveraineté européenne. Je reviens à un thème annexe. Il y a une belle réflexion d'Henri Temple entre psychologie et sociologie, l'identité nationale, un droit de l'homme, point d'interrogation. C'est un point assez important. Alors, en tant que spécialiste de l'Église, j'ai notamment travaillé sur le texte de Jean-Paul II aux Nations Unies, et on sait que Jean-Paul II, face à l'URSS, tout simplement, face à, enfin, il est originaire d'une nation qui a été longtemps écartelée entre trois États, et pour lui, la question de la nation, en dépit de l'universalité de l'Église, était absolument majeure, et on sent même, j'allais dire, une sorte de réponse à ce questionnement. Il voyait cela comme un droit. Est-ce qu'on peut, au même titre qu'on refuse l'idée d'être apatride, est-ce que on peut être anational ? Alors, on peut individuellement se sentir national, mais vous l'avez très très bien dit, et le détour par Jean-Paul II est extrêmement pertinent. Effectivement, lui, le Polonais, qui avait vécu dans sa chair cette domination étrangère et cet écartèlement de la nationalité polonaise. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Henri Temple, c'est un juriste. Il s'appuie sur les textes. Et dans la Charte des Nations Unies, la nation n'est pas du tout un gros mot, et on y parle d'identité nationale. Alors chez nous, lorsque
Nicolas Sarkozy a voulu initier le débat sur l'identité nationale, avec à la clé un ministère et des débats en région. Ça fait bondir certains, mais en fait, quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, encore une fois, les Nations Unies, je crois que les Nations Unies demeurent une organisation de référence. La nationalité est assez émancipatrice. Elle permet de lutter contre des impérialismes, par exemple, au sommet, ou des communautés qui peuvent être extrêmement oppressantes pour les populations. La nation, c'est un très très joli cadre, encore une fois, d'épanouissement d'une part de la démocratie et manière également de faire vivre les droits de l'homme. Alors il y a bien d'autres textes, le texte de Jacques Sapir, le texte de Robert Tombe sur le Royaume-Uni. Jacques Sapir, lui, travaille sur l'euro. Je reste sur Tombe. Le Royaume-Uni, justement, l'avantage de cet ouvrage, c'est qu'il ne tient pas à être franco-français, il tient à avoir une approche aussi internationale à travers divers exemples. Et le Royaume-Uni, on a l'impression que là aussi, c'est un État-nation qui vit une crise absolument majeure, crise qui a été en quelque sorte décuplée par le Brexit. Exactement. Alors on a voulu, à côté de chapitres, vous l'avez très bien dit, généralistes, avoir des éclairages par des nations différentes. Donc nous en avons 4. Nous en avons un sur la Russie, comment la Russie se comporte vis-à-vis de nationalités. Il faut parler ici de nationalité puisque elles n'ont pas accédé au statut de nation. Il y a eu un éclatement de l'URSS, mais certaines nationalités sont dans le cadre de la Grande Russie. C'est Françoise Thom qui nous donne ce papier. On a un papier, on en parlera peut-être tout à l'heure, sur l'Espagne, avec ce cas absolument fascinant aujourd'hui de la Catalogne. On a un papier sur la Roumanie, très ancré dans l'histoire. On vient de fêter cette année le centenaire de la Grande Roumanie au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et on a ce papier du très très grand historien britannique Robert Tombe, qui est un spécialiste de la France, mais également de la nationalité britannique. Alors, vous le savez sans doute, la particularité du Royaume-Uni, c'est que il y a un emboîtement en fait de nationalités, si j'ose dire. Vous avez la nation britannique et à l'intérieur de la nation britannique, vous avez 4 nations qui sont incluses, la nation irlandaise, la nation anglaise bien évidemment, la nation galloise et la nation écossaise. Et le Brexit a révélé des tensions. Des tensions, pourquoi ? Parce que certaines de ces nationalités, une en l'occurrence, la nationalité écossaise, estimait ne pas avoir suffisamment de droits politiques, mais a révélé également des tensions économiques et sociales, parce que vous avez une forme de renversement aujourd'hui qui s'opère. Les Écossais, qui étaient beaucoup moins riches pendant très très longtemps que leurs voisins, grâce aux hydrocarbures de la mer du Nord, aujourd'hui ont des gisements de richesse absolument incroyables. Et donc tout ça a révélé des tensions, et le Brexit est assez fascinant, puisque en fait il y a une carte régionale du Brexit. Vous avez la grande ville mondialisée qui est Londres, qui a voté pour rester dans l'Europe. Vous avez les régions plus pauvres et désindustrialisées de l'Angleterre qui ont voté extrêmement massivement en faveur du Brexit. Et puis vous avez les nationalités, en particulier la nationalité écossaise, qui a voté, elle, pour rester dans le cadre de l'Union européenne. Donc maintenant, les Écossais arguent du fait que puisque le Royaume-Uni va voler de ses propres ailes, eh bien, ils veulent sortir. Nicola Sturgeon, qui est la première ministre écossaise, parle déjà d'un nouveau référendum en Écosse, de manière à quitter en fait le Royaume-Uni et pouvoir rester de son côté dans le cadre de l'Union européenne. Oui, c'est des questions extrêmement complexes et on les comprend bien, me semble-t-il, que quand on fait un détour par l'histoire. Alors, évidemment, sur Storia Voce, on s'emploie à un peu démonter les clichés médiatiques et les raccourcis médiatiques. Vous évoquiez le texte sur la Russie qui est vraiment
extrêmement intéressant. On peut avoir une vision de la Russie expansionniste. Or, il y a aujourd'hui un nationalisme russe, et en temps de crise, il y a une opinion qui vise justement à se dire mais c'est pas le temps de l'expansion, c'est pas le temps de payer pour la Crimée, pour toutes ces régions qui par ailleurs qui peuvent être pauvres, et donc il y a une volonté de recentrer en quelque sorte la nation russe. Une chose qui est intégrée chez Poutine, puisqu'il distingue entre les rousskis et les rossiskis, c'est-à-dire les rousskis, les ethniquement russes, et les rossiskis, les citoyens de la Fédération Russie. Alors effectivement, c'est très intéressant. Le texte de François Stom est un très beau texte. Vous voyez, je vous disais, notre livre n'est pas seulement pluridisciplinaire. Il a voulu donner la voix, la parole à des gens qui pensent différemment. Dans le livre, vous évoquiez tout à l'heure son nom, il y a Jacques Sapir, et Jacques Sapir qui est sans doute bien connu de vos auditeurs, outre le fait qu'il est très défavorable à l'euro, et il intervient avec un texte d'histoire économique et d'économie sur l'euro, est aussi, vous le savez, plutôt favorable à la Russie poutinienne. Et à l'inverse, François Stom lui est plutôt hostile a priori. Et que nous dit-elle aujourd'hui avec son regard de spécialiste de l'histoire russe, regard très neutre ici pour le coup, c'est qu'en fait, elle perçoit dans la société russe d'aujourd'hui en 2018 deux conceptions qui s'affrontent. Une conception traditionnelle qui vient de très très loin de la Russie tsariste, avec l'URSS ensuite, et Poutine première manière, qui est une conception très impérialiste en fait des choses, mais il y a également en Russie effectivement le retour en force de la nation russe, et elle conclut également sur une ouverture en disant que Poutine est un petit peu à la croisée des chemins. Il doit tenir compte également de sa population. Alors il y a au fond de lui sans doute cette volonté expansionniste. Vous savez qu'il a maintenant beaucoup les regards tournés vers l'Asie et vers l'Extrême-Orient, avec de nouveaux partenariats avec la Chine, et en même temps il y a ce regard tourné vers l'Europe. Vous évoquiez tout à l'heure la Crimée, et ce regard tourné également vers sa population. Et donc un revival en fait de la nation russe qui est très très perceptible aujourd'hui. Bien malin celui qui peut dire vers quoi va pencher en fait Poutine dans les années et les mois qui viennent. Peut-être penchera-t-il en fonction de la réaction qu'auront les Européens vis-à-vis de lui. C'est possible. J'entends par Européens de l'Ouest. Eric Anson, on arrive peu à peu au terme de cette émission. Peut-être un dernier mot. Vous dites dans la conclusion de votre texte, aborder la question de la nation française, c'est donc en définitive soulever presque autant de problèmes qu'on cherche à en résoudre. Et on voit à travers la Russie, à travers l'Angleterre, mais aussi à travers la Roumanie, que la question est vraiment complexe et qu'on ne peut pas l'aborder comme cela avec des clichés. Plus loin, vous écrivez: pour maintenir dans l'avenir la cohésion nationale, il faudra au sommet une volonté politique, la définition d'un cap et une capacité de rassembler, et à la base et en écho, la volonté de continuer à partager un projet commun de vie en société qui ne soit pas oublié du passé. L'univers des possibles est totalement ouvert. L'univers des possibles est totalement ouvert, mais au fond, dans vos derniers mots, on sent que vous souhaiteriez qu'on revienne à une définition rhénanienne de la nation. Ah, bien sûr, parce que encore une fois, je reviens à ce que je disais dans mon propos liminaire, on ne peut pas concevoir la démocratie hors de la nation. Alors qu'on le veuille ou non, qu'on soit patriote ou qu'on ne soit pas patriote, et vous avez des gens qui viennent de la gauche, et pas forcément d'ailleurs d'une gauche patriotique, qui conçoivent aujourd'hui qu'on a été peut-être trop loin et qu'on est en train de perdre tous les leviers en fait qui faisaient notre souveraineté, nos marges de manœuvre, notre indépendance, et tout cela rejaillit bien évidemment sur le social, parce que dans le cadre d'une Union européenne dont les critères sont avant tout libéraux, voire ultralibéraux, il y a un détricotage en fait de l'État-providence en fait, et c'est une menace qui pèse. On fait notre émission en plein mouvement des gilets jaunes, hein, et là encore, moi je vois chez les gilets jaunes les plus conscientisés politiquement un appel justement à
alors on dit l'inverse, mais non, à plus d'État, c'est-à-dire un État protecteur, parce que on pense à l'État qui taxe, et effectivement tout est parti de lutte contre la taxe sur les carburants, mais en même temps on a une perte des hôpitaux, des cliniques, des écoles dans le rural profond. Ce sont les ruraux qui manifestent, et ce sont les ruraux, les gens qui souffrent le plus, qui ont besoin de ce cadre de l'État-nation pour s'épanouir et continuer à vivre dans une société égalitaire, voilà. Merci beaucoup Éric Anseau. Qu'est-ce qu'une nation en Europe? Donc un petit livre que vous avez dirigé avec Henri Temple, No Borders, No Nations, paru aux presses, non pas aux presses universitaires de la Sorbonne, puisque le nom a changé, et oui. À Sorbonne Université Presse. Merci beaucoup et à très bientôt, chers auditeurs, pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.